Tov, alors shalom les koulam. Shalom vracha. Donc on va parler un tout petit peu de la fête de Purim, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas encore déjà dit? Évidemment, il y a plein de choses. Cette fête de Purim, d'abord, elle doit se replacer dans son contexte. C'est le plus important et c'est le premier point. Si on veut pouvoir la transposer à ce qui nous arrive aujourd'hui, eh bien, il faut d'abord, avant de la transposer, il faut d'abord la poser. Ok, donc quel est le contexte de la fête de Purim? La fête de Purim se trouve entre Galout et Géoula. Ok, la fête de Purim se trouve entre Galout et Géoula, c'est-à-dire nous sommes entre le moment où le roi Koresh, le roi de Perse, a donné la permission aux Juifs de revenir en Israël, de reconstruire le Beth Amikdash. C'est en moins 538 que ça se passe. Et nous sommes entre ça et l'époque de Ezra et Nehemia qui vont, on va dire, véritablement mettre en place Shivat Tzion, qui va se passer aux alentours des années moins 430, moins 435. Ah, beaucoup après. Oui, 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. En fait, il faut se rappeler une chose. Dans la Megillah, nous, on a l'impression que tout va comme ça très très vite, mais... Alors, il y a... Non, 9 ans, il a raison, parce que ça commence à la 3e année du règne, ça finit à la 12e année du règne. Mais au-delà de ça, en fait, on nous rappelle des événements beaucoup plus tardifs, lointains, puisque on nous dit que Mordechai, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Ish Yemini. Oui? Asher Ogla Mirushalayim. Imagola Asher Ogleta. Im Yechonia Melech Yehuda. כן? אם יכונה מלך הוגלה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. Donc on nous rappelle que Mordechai vient d'une famille qui a été exilée de Babylone. Enfin, on a bugué, je reprends. Dans la Megillah, on nous dit qu'il y avait un certain personnage qui s'appelait Mordechai, qui était le fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, qui était Yémini, de la tribu de Benjamin. Et on nous dit, Asher ogla mirushalayim, imagola asher ogleta, im Yechonia melech Yehuda, asher egla Nebuchadnezzar melech Bavel. Ouais? Non? Je me regarde. Ah! Donc, Ish Yehudi, il y avait un Ish Yehudi. D'abord, je fais une précision. Et c'est une précision qui est absolument pas acceptable dans le mainstream religieux. Mais je pense que c'est très 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 important. Il y a une différence fondamentale entre la Megillah et Masechet Megillah. Ce sont deux livres qu'on a besoin d'étudier tous les deux. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais on ne peut pas penser que c'est la même chose. Parce que ce qui nous est marqué dans Masechet Megillah, il y a plein de choses qui sont marquées dans Masechet Megillah, dans le Talmud, dont on n'a absolument aucune trace dans la Megillah. Et dans l'autre sens? Et dans l'autre sens également. C'est-à-dire que la Megillah, elle nous donne une histoire racontée telle que Mordechai a voulu la raconter. Ok? La Megillat Esther a été écrite par Mordechai, Esther, les gens de l'époque. Et ils ont raconté l'histoire comme ils ont voulu la raconter. Le Talmud, qui est écrit, quelque chose comme 900 ans plus tard, faut un peu, comprenez, 900 ans plus tard. C'est-à-dire, le Talmud est finalement rédigé plus ou moins aux années 550. Et la Megillah a été écrite quand? Tout de suite? Du vivant de Mordechai. Minastam. Quoi? La Megillah? Ouais. Non, les événements. Non, Rabotai. 2 secondes, temps mort. Venez, on se replace sur le spectre historique. 2 secondes. Historiquement parlant, je pense qu'il faut peut-être faire une toute petite rappel. Les amis, en moins 650, ok, dans ce qui va devenir la Perse, il y a une ville qui se crée, qui devient une ville-État, qui s'appelle Anshan. Ok, c'est dans le Golfe Persique.
Anshan, le roi de cette ville, va s'appeler Achmanish. Achmanish premier, c'est lui le roi qui fonde Anshan. Bon, c'est très bien. 50 ans plus tard, en moins 600, son fils monte sur le trône, il s'appelle Koresh Ier. C'est pas le Koresh que tout le monde connaît. C'est Purim. C'est pourri. On a dit Koresh. Ils C'est un... étaient à la synagogue, mais ils étaient en même temps. Ah ouais. Je pense. Oui, בסדר. Bekitsour, il règne en l'an moins 600. Il est toujours sur les bords du golfe Persique. Un peu plus au nord et à l'ouest, il y a une ville qui s'appelle Babylone, qui est à ce moment-là dirigée par un certain Nabuchodonosor. C'est ce même Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, qui en moins 597, c'est-à-dire au même moment, va arriver à Jérusalem, va emmener en exil l'élite de la ville, en moins 597. L'élite juive, le roi Yechonia et la cour. Et parmi les gens qui sont exilés, on a la famille de ce certain Mordechai. Maintenant, évidemment que tout le monde nous dit que c'est Mordechai qui a été exilé. Ça marche pas au niveau historique. C'est-à-dire dans le traité de Megillah, c'est Mordechai qui est exilé. Il vient de Jérusalem, il a été... Mais ça tient pas debout au niveau historique. Pourquoi? Ben parce que ce départ en exil de l'élite de Jérusalem en moins 597 se passe 120 ans avant le début de l'histoire de la Megillah. C'est pas un juif d'élite. C'est quoi bon, je peux pas te dire exactement. Soit les gens qui avaient beaucoup d'argent, soit les gens qui étaient familialement liés au roi. Ah, enfin, c'est sur le plan social. Oui, oui, oui. Pas religieux, quoi. Mais il y avait certainement aussi des religieux, des Kohanim, tout ce qui peut être l'aristocratie de l'époque. Ok? Donc ça se passe en moins 597, de mon point de vue. Et ça marche historiquement. Et ça marche dans le verset. On te dit, Ish Yehudi aya beshushan abira. Qu'est-ce que ça veut dire Yehudi? Le Talmud, il te dit, est-ce qu'il est de la tribu de Yehuda ou il est de la tribu de Binyamin? C'est pas du tout ça que ça veut dire Yehudi. Maintenant, le débat est vrai de savoir est-ce que Mordechai, il vient de la tribu de Yehuda ou de Binyamin. Et finalement, on va trancher pour dire que son père, il vient de Binyamin, sa mère de Yehuda. Mais c'est pas ça que ça veut dire quand il dit Ish Yehudi. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Yehudi à ce moment-là? Ça veut dire un qui était de Jérusalem. C'est un qui vient du royaume de Yehuda, qui vient d'être exilé. Ok? Et donc, ce Ish Yehudi aya beshushan abira, ou Shmo Mordechai, ben Yair, ben Shimi, ben Kish, 3 générations, Ish Yemini. Asher Ogla, c'est qui Asher Ogla? Je pense que c'est Kish. Kish, l'arrière-grand-père de Mordechai, lui, a été exilé avec Yechonia. Et ça colle vachement mieux au niveau des dates. Et donc, ça veut dire que, Kish a été exilé peut-être avec son fils qui était déjà né, peut-être que Shimi était déjà né, mais Yair est déjà né à Babylone, et Mordechai, très certainement, à Shushan. Oui, parce que, qu'est-ce qui se passe? On a dit, en moins 597, il vient, il prend l'exil, l'élite en exil. 11 ans plus tard, en moins 586, Nabuchodonosor détruit Jérusalem, détruit le premier Beth Amikdash. Et la majorité du reste du peuple juif part à Babylone. Ils étaient exilés avant de détruire. Ah ça c'est toujours comme ça. D'abord, avant de détruire tout, pour mater la révolte, je prends le roi avec sa cour en exil, et je mets un remplaçant à sa place. Son remplaçant, en l'occurrence, son cousin, Tzidkiyahu. Mais 11 ans plus tard, Tzidkiyahu refait des siennes, et donc Nabuchodonosor, il revient, il détruit tout. On est en moins 586, et la majorité du peuple juif part en exil à Babylone. D'accord? Donc l'exil se fait en 2 temps. En 2 temps. À ce moment-là, dans notre fameux Anshan, eh bien, il y a toujours le roi Koresh, qui est succédé par son fils Kanbouzi Ier, qui va régner pendant 9 ans, ça ne nous intéresse pas trop. Et après ça, arrive sur le trône en moins 545, Koresh deuxième du nom. Cyrus II dit Cyrus le Grand. Pourquoi le Grand? Parce qu'il en a marre de rester à Anshan et il décide de créer l'empire perse. Enfin, d'abord, c'est une ville qui devient plus grande
Et ça va devenir l'Empire perse lorsque il va y avoir une guerre entre la Perse et Babylone, et que ce sont les Perses qui gagnent. Ah, donc Perse et contre Nabucodonosor. Ouais. Enfin, plus contre Nabucodonosor, parce que Nabucodonosor est mort. Après Nabucodonosor, il y a eu Evil Merodach, et ensuite... Evil Merodach, Mordechai, ça ressemble. Et après Evil Merodach, il y a eu un autre roi qui s'appelait Belshazzar, et c'est Belshazzar qui est tué par Dariavesh. Koresh II, Cyrus II. Et donc c'est à ce moment-là que s'éteint le royaume babylonien, et que l'empire perse commence. Nous sommes en moins 545, 5-7 ans où Koresh met en place son nouveau royaume, et en moins 538, non, pour les Juifs, rien n'a changé, à part le fait que notre nouveau patron, c'est la Perse. On était soumis à Babylone, maintenant on est soumis à la Perse. Mais c'est pas nous qui avons pris part à cette guerre. En moins 538, eh bien, Koresh fait sa fameuse déclaration Koresh, où il dit à tous les peuples exilés par Babylone, rentrez chez vous. Pourquoi il fait ça? Alors, si tu regardes le Tanakh, c'est parce que Dieu m'a parlé et m'a dit de demander de lui refaire son temple à Jérusalem. Donc, vous qui êtes son peuple, allez-y et reconstruisez le Beth Amikdash. Historiquement parlant, il y a trop de monde à Babylone et à Shushan. Retournez chez vous, les gars. Non, mais c'est pas le grand remplacement. C'est pas ça. J'ai besoin de gens qui travaillent dans les provinces pour amener de l'argent. Ben, parce que je veux qu'ils soient dans leur province. S'il n'y a plus personne en Eretz Yehuda pour bosser, il faut des gens. C'est son empire. Eh oui. Il construit son empire. Bien sûr. Ok. Donc on est en moins 538 et à ce moment-là, eh bien, les Juifs, très très peu, reviennent avec Zerubbabel ben Shaltiel, de la tribu de Yehuda, de la dynastie de David. Mais très peu reviennent. La grande majorité préfère rester à Babylone, en Perse, à Suse, parce que la majorité des Juifs vont passer de Babel à Shushan, c'est la nouvelle capitale, c'est là où il y a le business, donc on va là-bas. Et puis, les choses se passent. C'est toujours dans les 20-80%, toujours. Oh, j'ai pas de... Non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Il y a 40 000 personnes qui viennent, tout le reste du peuple juif reste en Eretz Israël. Reste en Bavel et en Paras. Après la mort de Koresh, son fils prend le trône, et son fils s'appelle Dariavesh Arishon, Darius Ier. Ok, il devient le roi de Perse. Nous sommes en moins 491. Ok, il monte sur le trône et à ce moment-là, si je dis n'importe quoi, il monte sur le trône, excusez-moi, autant pour moi, en moins 521 et en moins 491, après 30 ans de royaume où il ne se passe pas trop grand-chose, il décide qu'il faut partir en guerre. La Perse part en guerre. Contre qui? Eh bien, contre ceux qui ont été pendant 15 ans nos alliés, qui ont payé leur tribut et tout allait bien, qui étaient aux confins de notre empire, mais qui arrêtent de payer. Et donc, ça devient très problématique. On part en guerre contre eux. Ça s'appelle les cités indépendantes grecques. Et donc, en moins 491, Darius Ier part en guerre contre les Grecs. Rien à voir avec nous, hein. Rien à voir avec nous, mais c'est la guerre. Cette guerre tourne à l'avantage des Perses. Et lors d'un des derniers combats, pour ne pas dire le dernier combat, eh bien, le général en chef des armées grecques, qui s'appelle Thémistocle, comprend qu'il n'a aucune chance, à part s'il réussit à faire venir toute l'armée d'Athènes à sa rescousse. Il prend un de ses soldats, il lui dit « Notre vie est entre tes mains, ou plus exactement entre tes pieds, va prévenir Athènes, on a besoin de tout le monde. » Et le soldat relève sa jupette, qui sont en jupette, ce sont des Grecs, et il court 42 kilomètres depuis la ville de Marathon, où il y a le combat, jusqu'à la ville de Athènes, qui va donner naissance au fameux Marathon. Et pourquoi c'est 42 kilomètres? Parce que c'est la distance qui séparait la ville de Marathon sur la plage à la ville d'Athènes. Il arrive jusque-là, il meurt en arrivant, parce qu'il a couru toute ça, il donne le message, il meurt, les Athéniens arrivent, et finalement, ils arrivent, c'est là que les Athéniens atteignirent, et finalement, eh bien, ils font renverser la balance, le combat tourne en leur faveur, les Perses s'enfuient sur leur bateau,
et veulent repartir. Et à ce moment-là, Thémistocle, pendant le combat, voit une opportunité. Il a Darius sur son bateau en ligne de mire. Il prend son arc, il bande son arc, il tire sa flèche, et la flèche transperce le ventre de Darius Ier. Ainsi, c'est la fin de la guerre, les Perses sont perdus. Darius meurt dans les bras de son fils qui s'appelle Chashiarch Ier. Nous sommes en moins 491. Ok? Et à ce moment-là, le temps que alors Darius meurt, évidemment, et à ce moment-là, eh bien, c'est son fils qui va monter sur le trône, alors pas tout de suite, et il montera sur le trône simplement en moins 486. S'ils gagnent la guerre, les Grecs. Les Grecs ont gagné la guerre. Ils prennent pas de- Non, ils prennent pas. Ah bon. D'abord, la guerre, elle se faisait en Grèce. C'est-à-dire, les Perses sont arrivés en Grèce. Ils n'ont pas les forces après les Grecs pour aller conquérir la Perse. Ça sera Alexandre qui fera ça, mais on est 100 ans plus tard. Ok? Donc pour l'instant, 150 ans plus tard. Donc pour l'instant, Chashiarch monte sur le trône avec une seule... En Grèce. Non, en Perse. Il est le fils de Darius I qui a été tué pendant la guerre, qui a perdu. Les Grecs ont gagné. Attends. Les noms en grec, c'est os. Les noms en perse, c'est us. Donc on a Darius, c'est un perse. Non, c'est Dariavesh. Ok? Donc Dariavesh est mort, son fils, Chashiarch, monte sur le trône. Il ne pense qu'à une chose, la revanche. Ah oui, la revanche. Son père est mort dans ses bras, tué par les Grecs, il ne pense qu'à la revanche. Nous sommes en moins 486, il monte sur le trône. C'est-à-dire? Et à ce moment-là, eh bien, comme on a dit, il pense qu'à sa revanche. Et Chashiarch, le problème c'est que les Perses, ils avaient une fâcheuse tendance à rien écrire. Ils n'écrivent pas ce qui se passe. Et donc ceux qui ont écrit la période perse, ce sont les Grecs. À savoir Hérodote. C'est lui le principal historien de cette période-là. Maintenant, les Perses et les Grecs, ils n'ont pas du tout la même langue, ils n'arrivent pas à parler la même chose, et donc les noms perses, les Grecs, ils n'arrivent pas à prononcer. C'est pas possible. Donc par exemple, Chashiarch, ça pas possible. Donc en grec, ça va devenir Xerxes. Chashiarch, c'est Xerxes. Pour les Grecs, c'est mieux. Pour la prononciation grecque, c'est mieux. Mais nous, les Juifs, on n'est pas en reste. Les noms perses, on rajoute un aleph en tête de nom. Et donc Chashiarch devient en hébreu Achashverosh. C'est lui. C'est notre fameux Achashverosh. Et donc, nous arrivons à Vayehi bime Achashverosh. Ok? Ou Achashverosh, Amolech meodu ve'atkush. Et là, Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait? Si je vous faisais une interro, et je vous dis, ok, début de la Megillah, on voit Achashverosh qui fait quoi? C'est quoi le premier chapitre de la Megillah? Un festin. Et c'est un festin, 180 jours. Dites-moi, est-ce que là-bas, on est à l'eau ou on est au vin? On est au vin. Eh bien, les amis, je suis désolé de vous le dire, c'est une erreur fondamentale. Il n'y a pas une goutte d'alcool. 180 jours, on est au coca. Le radin, mec. Radin, hein? Radin. Ah, peut-être qu'il y avait un petit Bordeaux par-ci par-là pour faire le chaïm à la fin de la soirée. Mais le but n'est absolument pas le festin de beuverie. C'est pas du tout le festin de beuverie que tout le monde connaît. Parce que les gens, vous savez, vous connaissez les gens. Les gens, ils lisent pas. On leur raconte, la ganénette leur a dit, le rabbin leur a dit, et jamais ils se sont dit, peut-être que moi je vais aller voir ce qui a marqué. Hein, ça peut... comment dire? Alors, où est-ce qu'il est ici? Elle est où la Megillah? Elle est marquée quelque part la Megillah ici ou elle est pas marquée? Ine, Megillat Esther. Je l'ai. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מהמדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו. moins 483. בשנת 3 למולכו. עשה משתה לכל צדדיו ועבדיו. Il a fait un משתה pour qui? Pour tous ces sujets. Mais qui en particulier?
חיל פרס ומדי הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. Il fait un michté pour qui? L'armée. Pour combien de temps ce michté? 6 mois. Qu'est-ce qu'il fait pendant 6 mois? C'est pas des michtaot de beuverie. C'est des réunions de travail. Il est en train de réunir sa coalition militaire. 127 provinces. Il n'y a pas d'armée de métier. Il faut ramener tout le monde. Et comment est-ce que tu vas convaincre les gens de participer à ta grande guerre? En montrant quoi? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומאת יום. Le but c'est juste de montrer comment il est puissant, fort, grand. Ça vaut le coup d'être avec moi. Il n'y a pas une goutte d'alcool. Et ensuite on me dit ובמלאת הימים האלה, à la fin, après les 180 jours de Mishté, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה le Migadol ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתם המלך. Il a fait un deuxième משתה d'une semaine pour ses proches de sa cour. Et là-bas, il y avait la boisson. Mais les 6 mois de משתה, c'est pour faire la guerre. Il réunit sa coalition militaire et en moins 483, la deuxième mi-temps de la guerre contre les Grecs commence. C'est ce qu'on appelle en langage de Wikipédia les deuxièmes guerres médiques. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Et pourquoi c'est des guerres médiques? Pourquoi on dit les guerres médiques et pas les guerres persiques? Parce que la famille de Achashverosh, ce sont des Mèdes. Ce ne sont pas des Perses. Parce que c'était la Perse et la Mède. Ok? Bekitsour, Paras ou Madaï. Bekitsour, il fait la guerre pendant 3 ans. Une guerre monumentale. Monumentale. Hérodote dira, c'est la mère de toutes les guerres. De moins 483 à moins 480. C'est ça. Moins 479, ça rentre dans le début de l'année d'après. Hérodote dira la mère de toutes les guerres. Une guerre mondiale de folie. Maintenant, il a compris les erreurs du passé et il sait que les Grecs, il y a un danger chez les Grecs, plus que chez les autres. C'est la cité libre de Sparte. Et donc, il envoie des émissaires d'abord pour essayer de soudoyer les Spartiates. Ça marche pas. Et finalement, il va faire la guerre contre Léonidas Ier, roi de Sparte, qui avant d'être des chocolats était un vrai roi. Et la guerre va avoir lieu aux Thermopyles. Si vous avez vu le film 300, c'est cette histoire-là. Les deux, t'es en train de faire l'histoire des C'est le deux. lieu de la Quoi? bataille. Il y a 2 films. Non, Il y a le premier, c'est contre Sparte, en fait, c'est après, mais après, ils ont fait un autre. C'est la. j'entends bien, mais c'est la l'autre. navale, et ça, en fait, c'est. Non, la guerre navale que tu fais référence, il fait un flashback. Ouais. Je l'ai Ah vu oui, aussi. d'accord, il commence. Voilà, il commence, enfin, c'est le flashback du début. La fin. Maintenant, la guerre que tu vois à la fin du deuxième film, c'est le dernier combat de la deuxième guerre. Ok. Le combat de Salamine. Ok? Où les Perses vont perdre. Ils perdent aussi la deuxième guerre. Ok? Maintenant, le premier combat, le combat des Thermopyles, là, pour le coup, ils le gagnent. Ok? Ils le gagnent. Et quand tu regardes et tu demandes au Rav Google, c'est qui le chef des armées perses aux Thermopyles contre Léonidas? C'est un certain Mardinos. Mordechai. Mordechai était le général des armées d'Achashverosh. Comme c'est marqué dans la Gemara. Aman aussi était un général d'armée. Et lui, il a perdu le combat de Salamine. Vous comprenez que toute cette Megillah, en fait, elle se met dans un contexte. Ok? Et donc, alors, ok, c'est bien, on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Mordechai et Aman, c'est 2 généraux. 2 généraux de l'armée perse. Alors Mordechai, il a gagné quel combat Le premier, des Thermopyles. Ok? Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ok, on a remis le contexte historique. Et donc on a compris que les Juifs ne sont pas censés être à Shushan. Puisque ça fait maintenant, depuis moins 538, ça fait donc près de 80 ans que les Juifs devraient être rentrés à Jérusalem. Oui, ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Ah. Ils sont pas rentrés. Là, Malo. On est bien. Bizarre.
Maintenant, 2 secondes. Ils sont pas rentrés. Donc, à un moment donné, tu rentres pas. Bah, qu'est-ce qui t'arrive au niveau identitaire? Tu t'assimiles. Oui, c'est tu déciles. Maintenant, regardez bien ça. Faites-moi un peu de gematria. Kouf, c'est 100. Reish, c'est 200, donc ça fait 300. Ok? Ensuite, Yud, 310. Ok? Tête, 319. Aleph, donc 320. Noun, 50. 370. allô? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, j'ai oublié un mot, j'ai oublié une lettre. Autant pour moi. Vous étiez à combien? 370, très bien, c'est ce qu'il me fallait. Oui, c'est ça. Sa mère, 60. donc 430. 430. Est-ce que j'ai bon? C'est quoi là Attends. Peut-être, ouais. C'est la nôtre. Attends, j'étais pas tombé sur ça la dernière fois. Attends. Kouf, ça fait 100. Reish, 200, ça fait 300. Ensuite, Yud, ça fait 310. Samer, ça fait 60, ça fait 370. Tête, ça fait 379. Aleph, 380. Et Noun, 330. 430. Ouais, c'est ça. Il a fait. C'est le mot Christian. Christiane. Hein, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, non? Ouais. Kouf, Reish, Yud, Samer, Tête, Aleph, Noun. Oui. Christiane. C'est ça le chiffre. Christiane. C'est ça le mot. Parce que si je décide d'appeler mon fils Christiane, je peux dire après que en gematria, ça fait le mot Tam. Je peux trouver des gematriotes de folie. Mais sauf que, me la joue pas à l'envers. Si t'habites en France et que t'appelles ton fils Christiane, ou Christian, c'est pas parce que t'as envie de faire des gematriotes. C'est parce que d'abord t'es assimilé. Si tu l'as appelé Brian, ou tu l'as appelé Kelly, d'abord c'est parce que t'es dans l'ambiance de là où tu es. Bon. Alors moi je veux bien que ma Sechet Megillah, que la Gemara, elle m'explique que Mordechai c'est Mordéror. C'est en rapport avec les épices de la Ktoret. Mais quand tu t'appelles Mordechai en perse, c'est Mardour. Mardour, c'est le dieu principal de la mythologie perse. Et babylonienne d'ailleurs. Et quand tu t'appelles Esther, tu peux bien me dire que c'est Vanochi Hashem Aster Astir Panai Bayomahu. Je dis pas que c'est faux. Je dis que les parents, quand ils l'ont appelée Esther, ben c'est d'abord Istar, la déesse de la lune chez les Babyloniens et les Perses. Maintenant, Esther, elle a un nom juif, elle s'appelle Adassa. Mais personne n'appelle Adassa. Tout le monde appelle Caroline. C'est ça. Le choix de toute façon. Quoi? Ah, tu crois qu'il y avait la loi qu'on doit donner un nom du calendrier? En France, c'est comme ça. C'était comme ça en France. Nous, c'est la poste. Nachon, bien sûr, tu as raison. Nachon. Maintenant, il n'empêche que on te donnait un nom juif à la Torah. Ah oui. Oui, Nachon. Maintenant, donc c'est Mordechai qui a écrit l'histoire. Il peut décider de mettre le nom qu'il veut. C'est-à-dire que tout le monde la connaît comme étant Esther. Esther, c'est quoi Istar. C'est la déesse de la lune qui va devenir la déesse des étoiles, qui va devenir en anglais une star. Ah, nice. Bah oui, tu croyais que c'était venu d'où? Je sais pas, moi. Pourquoi c'est devenu une star? Alors, C'est Istar. Ok? Donc, les amis, donc évidemment que Mordechai et Esther, hein, rien que de par leur nom, je me dis qu'au niveau culturel, ils sont vachement plus proches de la Perse que de Toratenu Akdosha. Maoler, po. Ah, c'est les héros de l'histoire. La Gemara me dit que les deux, ils vont devenir prophètes. On est loin du prophète. Général des armées de l'autre. Compliqué. On vient chercher Esther pour devenir, pour participer à l'élection de Miss Shushan. C'est l'histoire. Et puis qu'est-ce qui se passe? Elle est élue, mais avant d'être élue, elle est d'abord amenée dans le harem. Et juste avant de partir de la maison, Mordechai lui dit: surtout, tu ne dis à personne que tu es juive.
Attention, hein. Mais j'ai pas compris, quand ils sont venus à la maison, il n'y avait pas de mezouza? Non, mais Mordechai, il est connu. Il est connu. Et il n'est pas connu aussi comme juif. Il a fait. Même Aman, il sait pas qu'il est juif. Puisque la Megillah me dit, quand Aman, alors il se prosterne pas. Il se prosterne pas, et Aman, ça les vénère grave. Et on lui dit à Aman, Asher ou Yehudi. Qui guide ou lo Asher ou Yehudi. Mais Aman, il le savait pas. Il le connaît depuis tellement longtemps. On a fait la guerre ensemble. Mais il n'est pas religieux, quoi, Mordechai. Bah, d'après ce qu'on est en train de voir, d'après le texte de la Megillah, et non pas Masechet Megillah me dit que c'est un prophète, que c'est un membre du Sanhedrin, que c'est... Nachon? Nachon? Alors qui a raison? Tu veux mon avis? 100 ans plus tard. Moi, je pense qu'il a été tout ça, mais à des moments différents de sa vie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été un membre du Sanhedrin, après. Il est devenu un prophète, après. Pareil pour Esther. Mais au départ, on parle de personnes qui sont, qui vivent en Perse. Normalement. Il y a quand même eu une force spéciale pour qu'elle aille là-bas et que... Ah c'est une force énorme. Elle a été donc choisie comme reine. Et Mordechai se prosterne pas. D'ailleurs, pourquoi il se prosterne pas? Le Talmud va me donner plein de raisons. Avodazara, tout ça. Ou alors, il lui en veut parce que lui, il a perdu. Et voilà, il lui en... a gagné. Ou alors, il s'est vendu en esclave à Mordechai, il y a le contrat de vente sous la sandale, machin. Mais tout ça, c'est pas marqué dans la Megillah. C'est vrai! Mais c'est pas marqué dans la Megillah. Non, moi, le Talmud, je prends comme vérité. Non, mais moi, je pense que le Talmud, c'est Emet. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il est très possible que Haman, il avait un symbole d'idolâtrie sur son habit. Pourquoi pas? Je veux dire, la reine d'Angleterre, elle a une croix. Ça Non, ça c'est le marque de kavod demandé par le roi. Et ça, c'est ok. Bah oui. Quand tu vois le roi d'Angleterre, tu dois faire la révérence. La halakha. Mais le problème, il n'est pas là. Pourquoi il se prosterne pas? Tout le monde se prosterne. Et lui, non. Lama. Il y a un conflit entre eux. Mais ça, le conflit n'est pas non plus Il a marqué. gagné la guerre et l'autre, il a So pas what? gagné. Au final, ça y est, de l'eau a coulé sous les ponts. L'histoire des Ah. deux décrets. Ah, il est plus fort. Il n'y a pas encore de décret. Non, mais l'histoire quand il dit on va tuer les juifs. Mais il n'y a pas encore. Alors, c'est ça. Donc pourquoi tu veux qu'il se prosterne pas maintenant? Non. Alors, ouais, Bah la réponse est très simple. C'est une réponse tellement simple que le Gaon de Vilna a dit, je comprends pas pourquoi vous posez la question. C'est le beau-père du roi. Mordechai. Ah, ouais. Esther, elle est déjà reine à ce moment-là. Elle est déjà faite. Eh oui, les amis. Alors il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle La Megillah. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, il faut lire. Elle est déjà reine, ça y est. Elle est pas dans le rêve, elle est déjà. Elle est déjà reine. Chapitre 2, elle est reine. Chapitre 3, on met Haman Premier ministre. Donc, il est le beau-père du roi. Bah, c'est tout, je fais partie de la famille royale maintenant, je ne me concerne pas, c'est tout. Et on dit à Haman, en fait, tu sais, il est juif. On dit que c'est sa fille. Mais parce que c'est ce qui a marqué. C'est marqué, c'est sa fille. Si on dit que c'est sa fille, bah oui, c'est parce que c'est ce que c'est marqué. C'est marqué dans la Megillah que c'est sa fille. Ben oui, vayi omen et Adassa, i Esther, vayi lo le bat. Alors la Gemara, elle dit, pas le bat, le bait. Et qui s'est marié avec elle. C'est marqué dans la Gemara, c'est pas marqué dans la Megillah. Avec son oncle. C'est pas impossible. Non, C'est pas impossible. Mais en tout cas, la Megillah, elle me dit sa fille, donc il est fait partie de la famille royale maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? En plus, à cause de ça, il a reçu un kiddoum. Il a reçu une promotion. Il est devenu Yoshev Beshar Hamelech. C'est-à-dire ministre de la justice. La classe. Ah, il est vénère, quoi. Donc Haman, non mais Haman, il n'a pas été vénère au départ. Lui, il est devenu premier ministre. c'est l'histoire. Il est encore bleu. Mais Mordechai se prosterne pas. Mais sauf qu'il n'est pas lui le bon père. Voilà. Nachon, maman, c'est kara. Maintenant, attendez. Donc, ok, il se prosterne pas. Mais le fait qu'il se prosterne pas va finalement, parce qu'on lui dit à Haman qu'il est juif. Quoi? Mordechai, c'est un juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Je vais à Mélenchon. Comment Salomon, vous êtes juif? C'est pas possible. Et à ce moment-là, ben, Haman, il est Ben Data Agagi. Il est de Amalek. Donc ça, j'ai pas besoin d'autres explications pour savoir qu'il déteste les juifs. Et donc, puisque Mordechai, c'est lui qui est la base de mon énervement, il est juif, donc on va frapper Am Mordechai, le peuple de Mordechai. Et Mordechai se rend compte que Baal Kochos, parce qu'il voulait,
Mais à cause de lui, tout le peuple juif est mis en danger. Et il y a Nirtam betabaat hamelech. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Attends, Achashverosh, c'est un antisémite? Peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien. Par contre, Aman vient le voir et lui dit Majesté, Yesh Noam Echad, Mefuzar Mfurad Ben Haamim. Il y a un peuple dans ton royaume qui est dispersé un peu partout. Donc c'est pas comme les autres peuples. Tu règnes sur 127 provinces, mais chaque province c'est organisé, c'est clair. T'as un peuple qui est un peu partout. Vedate Amelech Enam Osim. Ça veut dire quoi, Vedate Amelech Enam Osim? Il n'y a pas qu'une seule religion dans tout l'empire. Et à l'époque, il y a une tolérance religieuse totale. C'est-à-dire les gens, ils s'en foutent que t'es juif ou pas juif. Alors on nous dit Razal, c'est quoi le problème? Et en fait, là pour le coup, le verset d'après, il explique ça. Il dit, il paye pas. Il paye pas les impôts. Alors moi, ce que je te propose, j'ai fait le calcul. Je peux ramener dans les caisses de l'État à Seret Alafim Kikar Kesef. 10 000, quoi? Kikar Kesef. Ok? Non, Kikar Kesef, c'était une mesure. Ça représente à 600 000 Khatsi Shekel. C'est tout le peuple juif. Mais c'est une grosse somme d'argent. J'ai fait le calcul en prenant tous les juifs en compte, machin, leurs biens, machin. C'est ce qu'ils auraient dû payer comme impôt. Non. Pourquoi ils sont pas payés? Peut-être qu'ils ont payé en vrai, mais on s'en fout. On vient de terminer une guerre de 3 ans qui nous a laissé les caisses de l'État vides. On pensait qu'on allait gagner la guerre et que donc on aurait pu se resservir chez les Grecs. On a perdu la guerre. Voilà, j'ai trouvé la solution pour enflouer les caisses de l'État. On les tue tous. Ils sont pas organisés, ils sont dispersés. On va les tuer. On va mettre sur le dos que en fait c'est des espions à la solde. On va trouver, c'est pas un problème. Et comme ça, on nationalise leur patrimoine. C'est pas nouveau. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à le faire. Et Achashverosh, il dit carte blanche. Budget illimité pour le faire. Mais alors, il sait que c'était les juifs. Qui te dit? Bah, si on sait qu'elle est de la famille de. Mais donc peut-être que Aman, lui, il sait maintenant qu'elle est juive. Ça. Mais elle le dit pas. Il est pas complètement débile. Parce que s'il sait. Il l'aime. Achashverosh, il aime Esther. Tout le monde sait que Mordechai et Esther sont liés. Ah bah, ils ont été à chercher chez lui. Voilà. Donc a priori, il n'y a pas de débat. Ouais. Mais personne ne sait qu'il est juif. Aman, maintenant, il sait. Mais il n'est pas bête. Il va pas dire « Ah, au fait, ta femme, sale juive !» Non, ça ne marchera pas. Il l'aime. Donc il la joue fine. Et d'ailleurs, Esther, elle est au courant de rien. Finalement, il lui donne la bague. Il fait le décret. Il signe avec la bague du roi. Et c'est quoi le décret? Dans 1 an, ordre royal, effort de guerre, nous demandons à la citoyenneté perse de se réveiller. Dans 11 mois, le 13 Adar, chaque Perse de l'Empire a pour rôle d'aller tuer un juif. On va quand même pas aller amener l'armée, c'est trop cher, pas besoin. Et pourquoi les gens ils le feraient? Ça devient tous des antisémites? Non, Ushlalam Lavoz. Pourquoi on se ment? Le butin. Il y a des choses qui vont être récupérées par l'État, Ah, et mais la petite monnaie, les femmes que vous allez pouvoir violer, ça c'est bon, c'est cadeau. Et à ce moment-là, Mordechai il comprend qu'à cause de lui, tout le peuple juif est en danger. Et ça le ramène à son identité juive Ouais, c'est ça. de manière incroyable. Il n'a plus le choix. Il est rappelé à son judaïsme. Et à ce moment-là, il s'habille comme les juifs, avec des habits de deuil. Mais il est où? Il est Béchar Hamelech, à la cour. Esther, elle entend parler de ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que son oncle, son père adoptif, il se balade en juif. Non, il lui avait dit surtout, tu dis pas qu'on est juif. Donc qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Elle fait envoyer sa servante avec quoi? Avec un costume. Elle dit, mais enfin, tu peux pas rester habillé comme ça. Mais tout le monde va savoir qu'on est juif. Enfin, mais ça va pas, tu m'as dit qu'il fallait pas, machin. C'est là que Mordechai vient voir Esther et lui dit, ça marchera plus. Nous, on pensait que l'assimilation allait être notre bouée de sauvetage. Al tedami ben afsher leimalet bet amelech mikol hayehudim. Surtout, ne pense pas que ta condition va te préserver. Mordechai lui dit à Esther, tu sais combien
de dignitaires haut placés et avec plein de connaissances il y avait à Berlin et qui ont fini à Auschwitz? Ne crois pas que ça va te protéger. Oulai le'et azot igat la malchut. Mais attends, il y a un truc. Si, par exemple, Mordechai et Esther, ils savaient pas que les autres ne savaient pas qu'ils étaient juifs, Ouais. ok? Pourquoi les autres, ils sauraient qu'ils étaient juifs? C'est-à-dire, comment ils vont les repérer? Dis-moi, tu sais que les secrets de Polichinelle, tout le monde en parle dans la rue. Oui, d'accord. C'est mais- pas nouveau. Comme la femme de Macron. Combien on a de trucs? Tout le monde en parle. Non, mais s'ils étaient tellement assimilés. Ils étaient complètement assimilés, sauf qu'il y a quelqu'un qui connaît, je connais le père du truc, du machin. Et en plus, quand c'est vrai La fille Mitterrand, pareil. Tout le monde savait. qu'il avait une fille. Hein? Tout le monde savait qu'il avait une fille. Bien sûr. Évidemment. Tous les- Officiellement, il n'avait pas de fille. Le journaliste était au Personne n'avait courant, raison. il était au courant. Ça a l'air. C'est secret, mais tout le monde le savait. Pareil, tout le monde devait savoir qu'Esther était juive, mais personne n'osait. On va le dire, on va pas le dire, machin. C'était certainement un secret de Polichinelle. J'imagine qu'il y avait dans les rues des caricatures avec Esther avec un grenade de juif. Le garage Véroche, il aurait dit tout le monde, quoi. Mais voilà. Aujourd'hui, le Il aimait truc, sa vous femme. avez vu aujourd'hui- Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite du film? Bah, la suite du film, c'est quand Esther, elle dit, ok, j'ai compris. Un autre décret. Je vais tenter le coup. Et là, elle tente le coup, elle dit, ok, mais pour que ça marche, j'ai une seule condition. L'air kenos et kol ha-Yehudim. C'est-à-dire que tu veux qu'on vienne maintenant ceux qui vont prendre fait et cause pour le Ham Israël, il faut qu'on ait le Ham Israël derrière nous. Donc je veux tout le monde, tout le monde sur le coup. Et j'y vais. Parce qu'au début, elle dit non. Hein. Au début, elle dit, mais papy top, c'est pas possible, je peux pas aller le voir, il m'a pas appelé depuis 30 jours, machin. Je comprends. Mais il lui dit, mais c'est pas possible. Ou là, elle est kazot. Revar ve'atzala ya'amod la-Yehudim. Mimakom acher. Ve'atu betavir tovedu. C'est-à-dire, le sauvetage des Juifs va arriver, quoi qu'il arrive, parce que Netzach Israël lo yishaker. Mais ça viendra d'un autre endroit. Et toi, tu disparaîtras. Et donc, finalement, elle switch. Elle aussi, elle switch. Et elle devient, à ce moment-là, prophétesse. On nous dit, Vatilbash Esther Malchut. C'est là qu'elle devient prophétesse. Très bien. Et alors on y va. On lance l'opération Vena Foru. Alors, sauvetage, elle a vite compris que ça ne marcherait pas. Pourquoi? Achashverosh, il lui dit, écoute, Trop tard. non, pourquoi c'est trop tard? Un décret, c'est signé. C'est signé. Ce qui est signé de la bague du roi, on peut pas changer. C'est un autre décret. Parce que sinon, ça remet en cause la puissance du roi, machin, on peut pas. Par contre, vous pouvez faire un autre décret si vous voulez. Ça enlèvera pas le premier. Et donc, c'est quoi le deuxième décret? Que les Juifs Juifs se qui se défendent. défendent. Donc, j'ai pas compris. Et s'il n'y avait pas eu ce deuxième décret? C'est quoi le deuxième décret? Que les juifs ont le droit de se défendre. Les Juifs D'accord. On va venir les tuer, mais ils ont le droit de se défendre. Et s'il n'y avait pas eu ce décret? ils se seraient pas défendus. Par là, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas compris. C'est ça le truc? Ils auraient fait quoi, les juifs? Mais ils auraient fait comme partout et comme tout le temps. Il y en a qui auraient eu peur et qui se seraient laissés tuer. Il y en a qui se seraient enfuis. Il y en a qui se seraient battus. Il a changé quelque chose, le deuxième décret? Choum davar! Choum davar! S'il fédérait le peuple. À part peut-être le fait qu'on s'est préparé. Zéakol. Et arrive le 13 Adar, et on va se battre. Maintenant, attendez. Entre-temps, il y a eu la fameuse histoire où Esther, elle fait un michté pour Achashverosh et pour Aman, 2 jours de suite. Et finalement, elle va dévoiler le poteau rose. Que celui qui veut faire du mal à son peuple, et tout d'un coup, elle dévoile à Achashverosh qu'elle est juive. Et c'est après qu'il soit amoureux, qu'il lui ait mis un petit prince dans le tiroir. Ah bah oui. Parce que Esther, elle va tomber enceinte à un moment donné. C'est pas marqué dans la Megillah, mais vu qu'on sait qu'elle a un fils après, donc il faut bien qu'il y ait un moment donné où il y a un fils. Darius II. Celui qui va réautoriser le retour en Israël, la reconstruction. Celui qui va nommer Néhémia comme gouverneur de Judée. Donc finalement, alors, elle dévoile le poteau rose, et Aman, il se jette à ses pieds pour demander pardon. S'il te plaît, pitié! À qui il doit demander pitié? Au roi. Pourquoi il demande pitié à elle? Il n'y a aucune chance qu'elle dise oui.
Le roi. Mais je suis ton Haman, chérie, machin, s'il te plaît. Pourquoi elle vient pas voir le roi? Parce qu'il sait que le roi, quand il a la moutarde qui lui monte au nez, c'est lui qui lui avait dit qu'il fallait tuer Vashti. Il a vu comment en un claque, on peut faire... le roi, il peut signer des arrêts de mort pour tout le monde. Il vient voir Esther, tu sais pourquoi? Il dit le Tiferet Shlomo parce que il sait que les Juifs, ils sont Rachmanim bene Rachmanim. Il sait que les Juifs, même si on leur fait le 7 octobre, ils sont capables de donner de l'aide humanitaire, de l'électricité, de l'eau, machin. Aucun autre peuple n'aurait pu faire un truc comme ça. Mais il sait que les Juifs sont capables de faire ça. Donc il vient voir Esther. Le miracle de Purim, c'est qu'Esther, elle ne s'est pas démontée. C'est qu'Esther, elle n'a pas fait preuve de rachamim. Et quoi, Arachveroche, les prix en flagrant délit, ils conseillent que c'est... Oui, mais ça c'est Baktana. Gam ichbosh et amalka imi babait. C'est la cerise sur le gâteau. Achashverosh, c'est quelqu'un après la guerre, ou qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui est complètement manipulable. On le voit dans toute la Megillah. Tout dépend de qui le manipule. C'est-à-dire. Et donc finalement, Esther, elle ne va pas faire la juive d'exil. Elle dit non, c'est lui, il faut le tuer. Et donc les juifs se battent. Se battent et retrouvent leur grandeur, leur puissance. Et à ce moment-là, Mordechai devient le numéro 2 du royaume. C'est bien. Et à la fin du film, ils restent tous là-bas. Il y en a pas un qui est mort. Ah, chez nous? Ouais. D'après la Megillah, non. Est-ce que des fois, il n'y a pas des gens qui sont morts? Certainement. Mais bon, on n'en parle pas. Concrètement, on a eu une victoire éclatante. Mais, ça reste une victoire perse. Ça se passe en Perse, à l'intérieur des problèmes du royaume. Personne n'est reparti en Israël après. C'est pour ça qu'on dit pas Hallel à... Et c'est pour ça qu'on dit pas le Hallel à Purim. Exactement. Et donc, la fin du film, c'est quoi? C'est quoi le chapitre 11 de la Megillah? Il n'y a que 10 chapitres à la Megillah. Mais c'est quoi le chapitre 11? En fait, ça dépend. Soit c'est le chapitre de Ezra et Nehemia, qui reste extrêmement minoritaire dans le peuple juif, soit c'est le chapitre de ceux qui sont restés à Babylone, enfin en Perse. Et l'histoire juive, elle s'écrit avec ceux qui reviennent avec Ezra et Nehemia. Ceux qui restent en Perse disparaissent. Et ils s'assimilent. Donc ceux qui sont restés en Égypte, etc. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Et comme ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est évident que l'histoire juive s'écrit en Eretz Israël aujourd'hui. C'est terrible quand on a de la famille en France. Mais tu m'étonnes. Alors, le seul avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, vu que ça y est, c'est terminé l'exil, et qu'il n'y en aura plus d'autres derrière, Kadosh Baruch Hu, il veut laisser personne derrière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'il y ait Internet, il fait en sorte qu'il y ait les réseaux sociaux, et il fait en sorte que n'importe quel juif dans le monde, il est comparé à Israël. C'est-à-dire que les goyim ne nous laissent pas le choix que de ne pas être sionistes. C'est-à-dire que tu es sioniste aux États-Unis malgré toi. Tu préférais ne pas l'être, mais on te ramène à ton identité de juif, donc Israël. C'est-à-dire qu'on te laisse plus le choix. Et si tu veux vraiment réussir à faire, il faut que tu mettes un drapeau palestinien autour de toi et que tu ailles montrer que je... Non! Stam juif, aujourd'hui, en 2025, Stam juif, pro-sioniste. Même si tu l'es pas en vrai. Et ça, c'est ça qui sauvera notre peuple de l'assimilation. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu vas être obligé de venir que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est assez pour. Donc les amis, l'histoire de Purim, c'est exactement ça. Mais demain, ils vont t'envoyer en Ukraine. Nahon. Macron, il a dit hein, déjà. Donc c'est de ça qu'on parle. L'histoire de Purim, évidemment qu'elle se rejoue ici. Évidemment qu'elle se rejoue ici. Et il faut connaître la fin du film. La fin du film, c'est Bet Hamikdash. Bet Hamikdash Berushalayim. C'est ça la fin du film, qui n'est pas marqué dans la Megillah, mais qui doit être mentionné dans la Megillah. Et c'est pour ça, et on termine là-dessus, que nous dit le Shulchan Aruch, que Shloshim Yom Lifnei HaPesach, Shoalim Vedorshim Beinyan HaPesach. Mazé 30 jours avant Pesach. Alors on a l'habitude de dire que 30 jours avant Pesach, on étudie les lois de Pesach. Moi je vous envoie tous les matins, il Chod Pesach, ça fait déjà un mois, on l'a fait 2 mois avant pour pouvoir finir. Mais c'est pas ça. C'est quand 30 jours avant Pesach? C'est Purim. Bah oui. Quoi, Purim, tu peux étudier quelque chose. Tu peux étudier, t'es complètement... Aval, ataloy lomed, ata shoel vedoresh. Mazé lidrosh, j'exige.
30 jours avant Pessah, quand t'es bourré, tu peux exiger. Quoi? Inyan à Pessah. Pas Inyan à Matzot. Inyan à Pessah. Korban Pessah, Bet Amikdash. Korban Pessah, Bet Amikdash. Quand t'es bourré, tu peux dire, c'est ça la prochaine étape. C'est ça la prochaine étape. Mais ça, c'est quand tu étudies l'histoire avec une perspective historique. L'histoire de Purim, dans l'histoire. Et si on veut comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'on est mâche dedans, c'est mâche Purim aujourd'hui, ben voilà, tu prends ce qu'il y avait avant et tu transposes à ce qui nous arrive aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, on ne fera pas les mêmes erreurs que dans le passé. Et on écrira le 11e. C'est déjà dit dans la Gemara sous une autre forme, parce que la Gemara, elle pose la question pourquoi, lorsqu'il y a 2 Hadar, on ne fait pas Purim Hadar. Tout à fait. Parce que Les Smor Geoula, les Geoula. On doit être zélé, donc lorsqu'on a 2 occasions. On aurait pu faire en premier. Après, on fait en deuxième. La réponse, c'est que la Geoula de Pessah De Purim doit être collée à la Geoula de Pessah. Exactement. Donc c'est Inyan à Geoula. Exactement. Chazak Baruch. Super. Alors, oui, à la fin,